passais pour un huluberlu. Ah oui, bien sûr. Et en fait, un jour, un de mes amis m'a fait cette confidence. Il m'a dit, tu sais, sur un ton triste, tu aurais fait un tellement bon chef de service si tu t'étais pas fourvoyé dans cette voie des soins naturels. Certaines vocations commencent tôt, et la mienne a commencé à l'âge de 10 ans. Et en fait, mon père discutait avec un de ses amis en parlant d'un chirurgien, j'étais à côté. Et tout d'un coup, ça a été une révélation pour moi, et j'allais être chirurgien. Alors c'était soudain, et puis ça a duré. Donc j'ai évité l'écueil de qu'est-ce que je vais faire en approchant de l'époque du bac. Mes copains se posaient des questions, moi je m'en posais pas. Finalement, je me suis simplifié la vie, je savais déjà ce que je voulais faire. Et donc, première année de médecine, deuxième année, troisième année, quatrième année, internat, et voie de la chirurgie. Et une histoire rigolote, je jouais de la musique, je jouais de la batterie de jazz. Et un des copains voulait être homéopathe. Alors ça, l'homéopathie, quand il m'expliquait, je comprenais rien de ce que ça voulait dire, mais ça avait l'air intéressant. Et un jour, je suis allé, par curiosité, assister à un cours d'homéopathie dans un hôpital qui n'existe plus parce qu'il a été transformé en parc immobilier. Et c'était le premier cours d'homéopathie de l'année. Et c'est pas l'homéopathie qui m'a vraiment impressionné, c'est la conception globale de l'humain. C'est-à-dire, pour la première fois, j'entendais parler de l'humain, de son psychique, des signes généraux, des signes régionaux, des signes locaux, et on prenait l'humain dans sa globalité. Et ça a été pour moi une révélation, c'était la première fois que j'entendais parler de ça, et tout d'un coup je me suis dit, mais c'est ça finalement que je cherchais sans savoir que c'était ça que je cherchais. C'était pas l'homéopathie, c'était la conception globale, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique, celle qui prend en compte tout l'individu. Et ça a changé le cours de ma vie, puisque je me suis intéressé aux autres manières de soigner. J'ai d'abord découvert qu'il y avait d'autres courants de pensée en dehors de la fac, et puis je me suis rendu compte petit à petit que ces courants de pensée, que ces manières de soigner n'étaient pas du tout en opposition, elles étaient très différentes, mais très complémentaires de la médecine allopathique telle qu'on nous l'enseignait à la fac. Alors la suite a été facile, parce que j'étais en 5e année de médecine, et j'ai pu organiser la suite de ma carrière. J'ai travaillé dans des services d'urgence, je me suis pas installé après avoir passé ma thèse et donc obtenu mon diplôme. Et j'ai fait des années d'études, j'ai fait 8 ans d'études supplémentaires, parce que j'ai fait plusieurs écoles, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture, l'aromathérapie, j'ai fait 2 années de psychogénéalogie, j'ai même fait une année d'ostéopathie. Bref, j'étais tellement passionné que j'avais soif d'apprendre, apprendre, et puis bon, je me suis installé, voilà. C'était différent parce que même si les études de médecine nous apprennent des choses passionnantes, l'humain, enfin la vie, la santé, la fonction des organes, la cellule, c'est vraiment passionnant. Mais d'avoir en complément une vision globale que malheureusement on ne nous enseigne pas à la fac, qui est de prendre en compte le psychique dans l'équilibre de santé, c'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent à mes patients, la tête elle n'est pas séparée du corps. Quand le corps est malade, la tête souffre, et quand la tête souffre, le corps est malade. Et c'est prendre en compte cette dimension globale que j'ai trouvé passionnant, et qu'on peut retrouver dans les autres enseignements que sont l'acupuncture, bien sûr, mais la phytothérapie, l'aromathérapie, et c'est pour ça que je dis à mes patients, et aussi à mes élèves, ce qui compte, c'est pas de savoir ce qu'on va prescrire ou ce qu'on va conseiller, ce qui compte, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui fait là ce symptôme? Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi j'ai des troubles du sommeil? L'idée n'est pas de dire, tiens, des troubles du sommeil, prends de la valériane, tiens mal au ventre, prends une infusion de mélisse, ou tiens mal au dos, prends de l'arpagophytum. C'est pas ça l'idée. C'est pas, je dis, c'est pas, l'idée c'était pas de remplacer un anti-inflammatoire par de l'arpagophytum, c'est la plante dont je viens de parler. L'idée c'est de prendre en compte l'humain et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis en déséquilibre, parce que, a priori, on a des millions d'années d'évolution, et on est un organisme qui n'est pas parfait, bien entendu, mais qui doit être en équilibre de santé, et qui peut être en équilibre de santé toute sa vie, et prendre en compte, entre autres, bien sûr, l'alimentation, les rythmes de vie, etc., mais aussi la dimension psychique dans l'équilibre de santé, ça c'est passionnant. Après bientôt 40 ans d'installation, et avec cette passion que j'ai d'essayer de comprendre, je ne dis pas de comprendre, hein, ce serait présomptueux, mais d'essayer de comprendre, c'est-à-dire de me poser des questions sans préjugés, et en essayant de raisonner sur le principe justement de cette culture holistique, c'est-à-dire l'humain est un tout, un psychique qui n'est pas que ce qu'il ressent à l'instant, mais ce qu'il a vécu, et parfois même ce qu'il a pu vivre
dans le ventre de sa mère, par l'intermédiaire de sa maman qui a pu avoir des émotions, ou ne pas le désirer ou le rejeter, ou vivre des chocs. Un choc, par exemple, d'une grossesse qui n'est pas finie, de ce qu'on appelle une fausse couche, c'est un bébé qui meurt dans le ventre d'une maman. Le bébé qui vient après et qui va se retrouver à grandir dans le ventre de la maman, il va récupérer les peurs de la maman. Et ça peut être ce que j'appelle moi une peur primale, avec lequel il va naître sans conscience. Et il va naître avec déjà du stress, sans même savoir ce que c'est. Et étonnamment, c'est un enfant qui va avoir plus tard des problèmes de dos ou des problèmes d'eczéma à partir du moment où il y a cette hérédité dans la famille, qui aura des problèmes de sommeil, qui aura des problématiques de séparation, parce que il a déjà vécu la séparation, parce que sa mère a eu peur de le perdre. Et ce sont des notions qui peuvent paraître complètement ésotériques, alors qu'en fait, c'est que de la chimie. Mais aujourd'hui, la chimie des émotions, malheureusement, c'est quelque chose qui bouleversera notre conception de la santé et de l'humain. Aujourd'hui, on sait quasiment zéro. Or, c'est un fait que les émotions, qui sont finalement l'identité, l'essence de l'humain, se traduisent en composés chimiques. On en connaît un tout petit peu, mais je dirais qu'on connaît la lettre A de l'alphabet. Quand on aura fait le tour de ça, on comprendra à quel point l'être humain est un être d'émotion et où, entre autres, bien sûr, mais l'émotion, je dirais, au centre, est un des facteurs clés de santé. Et donc, en cherchant un peu, on trouve parfois des choses qui sont vraiment très profondes, et avec laquelle la personne s'est construite. Ces gens qui sont toujours en tension permanente, avec les dents serrées, ou qui ont, comme on dit, la peur au ventre, et qui vont ensuite, comme ils sont en lutte permanente, faire peut-être des épisodes de dépression, parce qu'ils vont consommer leur énergie de manière phénoménale et faire des vagues en permanence, et on va dire, il est dépressif, non, il est juste en survie permanente, eh bien, on arrive, en cherchant un peu, souvent à comprendre ce qui se passe, et là, on peut utiliser des outils qui sont complémentaires, comme des dilutions de plantes, des teintures, de l'acupuncture, et puis un travail sur soi qu'on peut trouver soit avec un psychiatre, mais aussi avec un travail en psychanalytique, ou sur des blessures, avec de l'EMDR, ou avec de la PNL, ou de l'hypnothérapie, et on a, à ce moment-là, tout un concept global de soins que j'appelle moi une stratégie de soins. Je passais pour un huluberlu. Ah oui, bien sûr. Et en fait, un jour, un de mes amis m'a fait cette confidence. Il m'a dit, tu sais, sur un ton triste, tu aurais fait un tellement bon chef de service si tu t'étais pas fourvoyé dans cette voie des soins naturels. Alors, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, mais je me suis pas, je suis désolé si j'ai pas fait un bon chef de service, mais c'était pas mon truc. J'apprécie beaucoup les chefs de service, mais moi, je me régale dans ce que je fais et je suis toujours passionné alors que ça fait tant d'années. Tu sais, quand tu sens quelque chose ça te parle, ça te fait vibrer, il n'y a pas de doute. Et puis, finalement, la réalité, c'est que l'humain, il fonctionne comme ça. Il fonctionne de manière équilibrée entre le haut et le bas, et il y a plusieurs manières de soigner, et je pense que la manière de soigner naturellement devrait être, sauf dans les cas graves ou dans les urgences, devrait être la première réponse. Les soins naturels devraient être la première réponse à un déséquilibre de santé, voire à une maladie bénigne, bien sûr. On ne soigne pas un cancer avec les soins naturels, ni une fracture de jambe, mais si on restreignait les médicaments allopathiques, qui sont quand même des choses extraordinaires, mais qui ont beaucoup d'effets secondaires, si on les restreignait au cas où les soins naturels n'ont pas de réponse, je pense que ce serait vraiment une bonne chose. D'abord, on éviterait beaucoup d'effets secondaires et on éviterait beaucoup de déconvenus, mais c'est pas ce qu'on nous apprend à la fac. Il y a toujours eu un bon accueil pour la question de se soigner naturellement, mais aussi en complémentarité, je dirais. C'est pour ça que je préfère le terme de médecine complémentaire plutôt que de médecine alternative. Dans l'alternative, c'est une solution de remplacement. Non, c'est une solution complémentaire. Il y a toujours eu un bon accueil parce que les gens qui venaient dans mon cabinet pour ça, ils venaient pour ça, quoi, voilà. Par contre, le regard des confrères a changé au début. Je te parle d'il y a 40 ans, hein, c'était avec un petit sourire, il se fait plaisir dans son coin, et puis petit à petit, au fil des années, j'ai eu de plus en plus de confrères qui venaient se faire soigner à mon cabinet, et puis j'ai vu l'esprit des gens s'ouvrir et s'intéresser à tout ça, et c'est vrai que ça a été vraiment une grande ouverture d'esprit ces 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui discuter avec des confrères allopathes de manière tout à fait facile, ils ont l'esprit ouvert. Avant, c'était un peu fermé, disons qu'il y avait la manière de soigner officielle, l'allopathie qu'on a tous appris à la fac, et le reste
c'était juste pour se faire plaisir. Comment le regard des confrères a changé ces dernières années, oui, c'est assez certain. Tout simplement parce que les soins naturels, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de solide. On a compris, au travers de la chimie des plantes, comment ça fonctionnait. Et puis, même si on n'a pas appris, on ne reste pas obtus toute sa vie, on a, à un moment donné, un regard différent sur les choses. Quand c'est vrai, quand quelque chose fonctionne, il y a un moment où on commence à s'y intéresser. Voilà, je pense que mes confrères s'intéressent maintenant aux apports que peuvent amener les soins naturels. Prenons l'exemple des gynécos. Tous les gynécos, il y a 30 ans, prescrivaient, même sans aucun symptôme, à une femme en ménopause, ce qu'on appelle le THS, le traitement hormonal substitutif. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gynécos qui prescrivent des plantes sur des bouffées de chaleur, sur des troubles divers de la ménopause, sans forcément être devenus des phytothérapeutes et connaître bien les plantes, mais ils savent que telle plante peut avoir tel effet, et ça c'est une ouverture d'esprit extraordinaire.